Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF consacré à l'économie face au virus et les entreprises aussi face à la crise sanitaire. Vous connaissez les chiffres, il y a eu une baisse de 9,1% du PIB en 2020. On attend un rebond de 6% pour l'année prochaine. Mais quelles sont les réalités derrière ces chiffres en matière d'activité et d'emploi, notamment sur le territoire des Yvelines? Pour en parler, Aymeric de la Boissière, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes président du comité des banques Yvelines. Nicolas Naville, bonjour. Vous êtes bonjour. Maire de la Verrière, conseiller départemental des Yvelines et vice-président de 50 ans d'Yvelines, en charge de l'emploi. Et puis Nicolas Vendry, bonjour, vous êtes journaliste à TV78. On va recevoir dans un instant un chef d'entreprise qui va nous rejoindre, qui est Jean-Luc Aran, qui est président de DAD Sécurité. C'est une entreprise de sécurité de incendie qui est située à Buchelay, dans les Yvelines. Et puis on aura aussi dans cette émission une interview de Jean-Noël Barrot, qui est économiste et qui est surtout député de la 2e circonscription des Yvelines et vice-président de la commission des finances. Nicolas, je vais peut-être commencer par vous pour qu'on fasse un tableau de la situation. Quels sont les chiffres, notamment en matière de chômage partiel? Les chiffres qu'on a, ça date de début novembre, je crois. C'est ça, c'est une situation de début novembre, des chiffres communiqués par le service de l'État. Donc début novembre, 28 000 demandes ont été effectuées. 28 000 demandes, 28 000 entreprises, du coup, de chômage partiel ont été effectuées pour 327 000 salariés dans le département. Au 17 octobre, c'était 57% des établissements. Ça représentait 57% des établissements du département, soit 65% des effectifs qui travaillent dans le département des Yvelines. Nicolas Naville, justement, est-ce qu'on peut dresser un état des lieux de l'emploi dans les Yvelines et est-ce qu'on peut craindre aussi que l'heure de vérité ne sonne dans les premiers mois de 2021 ? Bien évidemment. Alors, dans les Yvelines, on n'a pas toutes les données, mais en tout cas, sur Saint-Quentin en Yvelines, on a à peu près 13 000 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. C'est une hausse de 25% par rapport à l'année dernière. Et quand on interroge les services de Pôle emploi, ils nous parlent de drôle de guerre. C'est-à-dire une augmentation pour l'instant pas si importante que ça de manière absolue, mais beaucoup de changements dans les catégories de demandeurs d'emploi, avec des gens en chômage partiel qui deviennent en chômage avec une demande d'emploi beaucoup plus forte, et donc avec un risque et une crainte, effectivement, d'une intensification du chômage, avec notamment les plans sociaux. On a eu un certain nombre de mauvaises nouvelles de plans sociaux, notamment chez Airbus, avec quelques mauvaises nouvelles à venir chez Renault, et donc des secteurs qui sont touchés. Donc effectivement, il y a un risque, surtout pour demain. Oui, c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont très présents sur ces territoires, dans les Yvelines et notamment dans le territoire de Saint-Quentin, qui sont l'aéronautique et l'automobile, et qui sont en effet des secteurs qui ont pris de plein fouet la crise sanitaire. Effectivement, alors on parle aussi, quand on interroge un petit peu les spécialistes, d'une crise en K, la lettre K, c'est-à-dire que le confinement a mis à l'arrêt l'ensemble de l'activité économique et suite au premier confinement, certains secteurs redémarrent. C'est la lettre K qui va vers le haut. C'est les secteurs du numérique, les secteurs de la santé, du service à la personne, du BTP, oui, qui commencent à retrouver un regain d'activité. Mais il y a malheureusement des secteurs qui continuent leur chute. C'est le cas du tourisme, c'est le cas de l'événementiel, c'est le cas de la restauration collective également. C'est le cas de tout du secteur de l'immobilier, dans les services, dans les entreprises, qui est vraiment durement impacté. Et donc, bien évidemment, c'est peut-être sur ces secteurs-là que les aides, demain, pourront se concentrer pour les aider particulièrement. Aymeric de la Boissière, justement, vous qui êtes au contact évidemment des chefs d'entreprise, quel est au fond l'analyse que vous faites et que les chefs d'entreprise font de cette situation? Est-ce qu'ils espèrent un rebond en 2021 ou est-ce qu'ils sont plus pessimistes sur l'avenir immédiat?
En fait, comme disait Nicolas Dainville, on est sur des réactions très différentes en fonction des secteurs d'activité. Tout ce qui est tourisme et communication événementielle est très inquiet. Dans d'autres domaines, on a une grosse expectative sur les perspectives de redémarrage. Beaucoup espèrent, mais à ce jour, on a effectivement, comme le disait Nicolas Dainville, des gens qui sont sur des tendances plutôt favorables, avec des rachats de sociétés, avec des opérations de fusion-acquisition qui seront très développées en ce moment, des opportunités. On a beaucoup d'opérations de fusion-acquisition sur des perspectives d'accroissement, de prise de part de marché. Dans le quotidien, ça se traduit au niveau entreprise par des rachats, des sollicitations pour des crédits, notamment en cette période de fin d'année. Là, en ce moment, on a pas mal d'investissements. Les gens, en fonction de l'arrêté du bilan, vont nous solliciter pour renouveler du matériel. Voilà, donc c'est plutôt des demandes et puis une grosse activité PGE, mais on en parlera un peu plus tard, je crois. Absolument. Et puisque les banques elles-mêmes, dans quelle situation sont-elles? Alors aujourd'hui, nous, on est économiquement, ça va. La question derrière, c'est de savoir comment on va appréhender l'avenir. Aujourd'hui, on est un peu comme tout le monde. On a mis en place le télétravail. On a mis en place des opérations de rationalisation et de réorganisation. Alors, le secteur bancaire, lui, il évolue d'une façon très dynamique. On est obligé de s'adapter. On a eu comme besoin de s'adapter les banques en ligne qui sont arrivées, qui nous ont obligés à travailler sur de la digitalisation énorme. Le fait qu'aujourd'hui tout le monde a sa banque dans sa poche via son smartphone. Il y a la signature électronique, la désintermédiation. Aujourd'hui, il y a plus que 63% des crédits des entreprises qui sont accordés par les banques. Le reste est fait par appel direct au marché. Donc, on est obligé de se regrouper, de retravailler sur d'autres façons de faire du crédit. Il y a toutes ces opérations de rationalisation. Vous avez entendu ce matin, la Générale et le Crédit du Nord qui fusionnent, 600 agences qui sont à terme fermées. Tout le monde réfléchit à cela. Il y a les opérations sur les recherches de gains et de coûts et qui entraînent notamment la rationalisation du parc de distributeurs de billets. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'opérations. On est comme les entreprises classiques et on essaye de s'adapter, de suivre les entrées en relation à distance. Enfin voilà, tout se fait. Dans vous étiez préparé depuis aussi avant la crise. Enfin, la digitalisation, la modernisation des banques, elle date de quelques années quand même. Alors, je vous le disais, le PIB a chuté de 9,1% en 2020. Enfin, ce sont les prévisions, mais elles sont assez fiables. Et justement, j'ai demandé à Jean-Noël Barrot, qui est donc député de la 2e circonscription des Yvelines, quel impact concrètement allait avoir cette baisse. Ça se traduit par des mesures de soutien qui sont venues absorber une grande partie de ce choc, de cette baisse de la richesse que produit notre pays. Donc ce sont nos finances publiques qui absorbent une partie du choc, mais ce qui est devant nous est évidemment inquiétant et il faut y être extrêmement attentif. Nous avons des commerçants, des professionnels de l'hôtellerie, café, restauration, des professionnels du tourisme, des professionnels de la culture qui ont fait pour certains une année presque blanche et qui vont donc aborder 2021 avec je dirais des capacités d'investissement, des capacités de recrutement qui sont très affaiblies. Et puis nous avons aussi, et notamment dans les Yvelines, des secteurs qui, je pense à l'aéronautique en particulier, qui non seulement auront subi, je dirais, les confinements comme les autres secteurs de l'économie, mais qui en plus
ont des perspectives à 2, 3, 4 ans qui sont déprimées. Et donc ces groupes de l'aéronautique notamment vont être vraisemblablement amenés, ils l'ont déjà commencé, à prendre des décisions difficiles en matière d'emploi pour faciliter les transitions inévitables vers des nouveaux marchés qui sont un peu plus porteurs de croissance. Donc, en résumé, c'est un choc qui a été largement absorbé par les dispositifs massifs de soutien qui ont été mis en œuvre, mais c'est aussi des points de vigilance importants sur ce qui est devant nous, c'est-à-dire la fragilité dans laquelle cette crise aura laissé un certain nombre d'entreprises, et notamment dans les Yvelines. Il y a les entreprises aéronautiques, il y a aussi les entreprises automobiles qui sont particulièrement touchées et qui sont nombreuses dans les Yvelines. Certains économistes disent au fond, est-ce qu'il faut finalement aider des entreprises qui risquent d'être condamnées à terme, ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre l'accent sur justement la formation continue, la formation professionnelle? Alors c'est une très bonne question et c'est un point absolument fondamental. Il va venir un moment où nous allons devoir progressivement sortir des dispositifs de soutien qui ont été conçus pour, je dirais, répondre très largement et de la manière la moins discriminante possible aux besoins des entreprises. Mais on va devoir à un moment donné en sortir. Et il faut qu'à ce moment-là, nous puissions convertir ces dispositifs de soutien en des dispositifs d'accompagnement de ces transitions. Vous parlez de la formation professionnelle, il y a potentiellement d'autres vecteurs de transition, de conversion. Il y a des entreprises qui vont devoir réorienter leur activité pour rester profitables, pour rester rentables, et donc il sera très important qu'en complément des mesures du plan de relance qui vont s'étaler pendant les 2 prochaines années, qu'on puisse être très attentif à tous ces secteurs, toutes ces entreprises et par conséquent tous ces territoires qui vont devoir se réinventer pour pouvoir rebondir rapidement. Alors, c'était un extrait de l'interview de Jean-Noël Barrot, et j'accueille Jean-Luc Aran, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez une entreprise qui s'appelle DAD Sécurité, sécurité incendie, qui est à Buchelet, et puis vous avez une autre activité d'ailleurs de commerçant qui s'appelle Apadlou, c'est un magasin de chaussures pour enfants. Donc ça serait intéressant d'avoir vos deux impressions. Et puis j'accueille aussi Xavier Gourlin, bonjour. Micro. Ah. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes directeur d'Orange et vous avez aussi une activité de traiteur, c'est ça, hein? Oui, alors j'ai été à un moment donné directeur d'Orange. J'ai quitté cette belle maison il y a quelques semaines. Et pour me consacrer en effet à 100% ma deuxième activité qui est celle de traiteur événementiel, activité que nous avons repris avec mon épouse il y a un peu plus de 6 ans de cela. Voilà. Alors justement, on va essayer d'avoir vos témoignages. Jean-Luc Aran, on va commencer par votre activité de chef d'entreprise à DAD Sécurité. Quand on va sur le site d'ailleurs de votre entreprise, on voit que vous embauchez, il y a des offres d'embauche. Donc on se dit ça va plutôt bien. Écoutez, tout d'abord, merci. Je tenais à vous remercier de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de pouvoir évoquer un peu notre passion qui est le chef d'entreprise. Effectivement, j'ai 2 sociétés, une qui est liée au bâtiment et l'autre qui est plutôt liée au commerce. Dans le premier confinement, on a tous été obligés de fermer puisqu'on n'avait pas les mesures adéquates pour protéger nos collaborateurs et nos clients. Et puis, dans le deuxième confinement, le DAD Sécurité Incendie était complètement différent puisqu'on était lié au bâtiment et donc du coup pas atteint par la mesure du gouvernement. D'accord. Voilà. Effectivement, je recrute parce que je souhaite de garder cette dynamique. Bon, c'est pas donné à tout le monde aussi. J'ai un peu de cash flow et donc du coup, je souhaite continuer à dynamiser un peu l'entreprise parce que derrière, ça impacte aussi le moral des collaborateurs. Parce que le moral des collaborateurs, quand vous êtes au chômage partiel une première fois et que vous revenez et que vous voyez que vous avez du mal à relancer la machine, ça nous met dans une position qui est complètement différente. Donc du coup, je souhaite garder cette dynamique. Et puis nous, on est liés
aussi à des contrats de maintenance qui sont engagés dans l'année, reconductibles. Et donc, du coup, toute la partie maintenance des extincteurs, des BAES, des colonnes sèches, des portes coupe-feu, etc., tous les moyens de secours, nous permettent de garder cette fluidité et donc, du coup, attendre la relance au niveau du bâtiment. Mais concrètement, au niveau du chiffre d'affaires, il y a quand même une perte. Alors, côté DAD, j'ai réussi à garder cet équilibre au niveau du bilan. Ah oui, donc c'est quand même, ce qui est quand même bien. Quand même un avantage. Et vous utilisez beaucoup le télétravail, c'est compliqué quand même dans votre secteur. Très, très compliqué. On a du mal à faire de la vérification un peu à distance. Donc nous, on n'est pas du tout lié, on ne peut pas se permettre de faire du télétravail. Par contre, côté magasin, complètement différent, puisque nous, on a subi les 2 confinements. Et donc, du coup, par obligation de mettre nos collaboratrices au chômage partiel. Oui, le chômage partiel. Enfin, alors, pour le coup, ça marche plutôt bien. Alors, ça marche bien pour les collaboratrices. Pour les chefs d'entreprise, je trouve qu'il y a quand même un sacré écart, puisque aujourd'hui, on n'est pas pris à 100%, on n'est pris qu'à 84%. Et il faut savoir que dedans, l'ancienneté n'est pas pris en compte, les jours fériés ne sont pas pris en compte, les congés payés. Et donc, du coup, par obligation, c'est quand même à l'employeur de prendre en charge tout ce reste. Vous compensez de 84%, vous compensez pour atteindre 100% pour vos collaboratrices? Tout à fait. Oui, donc ça touche sur le cash flow. C'est un coût supplémentaire. C'est un coût supplémentaire. Xavier Gourlin, alors, donc vous avez une activité de traiteur. On sait que les restaurants sont extrêmement touchés. C'est même peut-être les premières victimes de cette crise sanitaire. Est-ce que c'est la même chose pour les activités de traiteur ou est-ce qu'au contraire, ça développe cette activité, la crise sanitaire? Non, malheureusement. Alors, en l'occurrence, pour ce qui est notre société, nous avons un secteur d'activité qui est très orienté sur les entreprises. C'était vraiment traiteur événementiel à destination des entreprises. Donc, les 2 confinements ont été assez dramatiques pour nous en termes d'impact. D'ailleurs, en illustration, notre chiffre d'affaires est à peine à 30% de ce qui a été subi l'année dernière à la même époque. Donc évidemment, c'est assez dramatique. Et c'est vrai que pour toute la profession de l'événementiel, comme pour les restaurateurs, au-delà du fait qu'eux-mêmes subissent des fermetures administratives, mais évidemment, le phénomène de confinement, le phénomène de distanciation, toute la partie sanitaire pure, qui font que les sociétés ne font plus d'animation, ce qui est bien logique, malheureusement, dans cette situation-là, nous a totalement privé de notre activité principale, sur cet exercice, 2020. Avec du coup, et M. Barrault l'évoquait tout à l'heure dans son interview, évidemment un soutien extrêmement important, de la part du gouvernement et des institutions publiques au global, y compris la région et le département, pour nous aider, donc que ce soit au travers, des prêts évidemment des PGE, ce qu'on appelle des prêts garantis de l'État, que ce soit au niveau de la prise en charge du chômage partiel. Alors, contrairement, à ce que vous évoquiez là précédemment, nous on a la chance d'être une activité, enfin la chance, si je puis me permettre ce terme, d'être une activité qui est couverte à 100% sur le chômage partiel, donc ce qui évidemment nous a beaucoup sauvé la mise, puisque quasiment 50% du personnel a été en chômage partiel tout au long de cette période de mars, à quasiment maintenant. Et donc on est sur une activité qui malheureusement, on va suivre un peu la séquence, pré-vaccinale, malheureusement est une activité qui va probablement perdurer à très amoindri, au moins jusqu'à la fin du premier semestre, le temps en effet que les entreprises retrouvent une forme de confiance dans la capacité, d'une part, à faire revenir leurs équipes, au-delà de ce que sera la permanence d'un télétravail, et puis de recréer des animations et des événements qui sont, on le sait, pour autant sacrifiables quand on est dans des problématiques après économiques. Donc ça, on verra ce que l'impact de la crise sanitaire donnera aussi sur l'impact économique par la suite. Mais voilà, on est assez pessimiste, en tout cas sur un retour à l'activité normale avant au moins un gros semestre. Oui, alors on espère évidemment le vaccin, mais qui va changer les choses. Nicolas d'Harville, je reviens à ce que disait Jean-Noël Barrault, qui disait que beaucoup d'entreprises vont être finalement contraintes à la mutation. Est-ce que, vous qui connaissez très bien le monde de l'entreprise, est-ce qu'il y a des actions qui sont en cours pour aider justement sur le territoire à ces mutations ? Bien évidemment, alors Saint-Quentin-en-Yvelines, effectivement, est l'intercommunalité qui a la compétence du développement économique et donc développe à ce titre-là un certain nombre d'actions. On a, vous savez, l'ouverture du Ski Cube, qui est notre guichet unique pour les entrepreneurs, qui est la maison de l'entreprise et qui aujourd'hui
a une cellule de veille pour être à l'écoute des entreprises et surtout relayer toutes les actions qui existent et les dispositifs qui ont été mis en place, notamment pour favoriser l'apprentissage, l'alternance, les stages. Voilà, le gouvernement a mis en place un certain nombre de choses. Beaucoup d'entreprises ne sont pas encore pleinement au courant et c'est bien normal puisque voilà, il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place. Donc voilà, 50 ans d'Yvelines essaye de les relayer autant que faire se peut. 50 ans d'Yvelines a aussi créé des écoles du numérique avec 7 écoles qui ont été labellisées pour accompagner, former nos jeunes ou des personnes en reconversion sur ces métiers du numérique qui sont en tension, qui sont fortement demandés par nos entreprises, que ce soit sur la question des données, de la cybersécurité, du community management, tous ces sujets du numérique. 50 ans d'Yvelines mise puissamment dessus pour former nos jeunes et nos moins jeunes pour répondre à la forte demande des entreprises du secteur qui sont basées sur notre territoire. Donc c'est voilà quelques outils qui permettent d'accompagner le tissu économique sur ces thématiques qui sont en tension et qui sont effectivement pleines d'avenir pour la suite. Alors, Xavier Gourlin a abordé tout à l'heure la question des prêts garantis par l'État, les fameux PGE. C'est la question qu'on va soulever actuellement, les PGE, donc. Alors, Nicolas Dandry, on va, puisqu'on en est encore adressé un tableau de la situation, s'intéresser donc à ces aides. Comment ça se passe, notamment dans le territoire des Yvelines? Alors, rappelez-vous, en mars dernier, le gouvernement lance les PGE, une enveloppe de 300 milliards. C'est conséquent et historique. Les entreprises peuvent obtenir un crédit et ce crédit est garanti par l'État. Eh bien, dans le département des Yvelines, selon les chiffres du 20 novembre communiqués par le ministère de l'économie et des finances, il y a 10 657 entreprises qui ont bénéficié du PGE dans les Yvelines depuis le mois de mars. 95% sont des TPE-PME et ça représente une enveloppe de 2 155 millions d'euros. Plusieurs secteurs sont concernés. 20% c'est dans le secteur de la réparation d'automobiles et motocycles. 14% c'est l'activité spécialisée, scientifique et technique, la recherche et développement. Sûrement, ça doit être des entreprises de l'aéronautique et de l'automobile présentes dans le département. 13% c'est la construction et 10,5% ça concerne l'hébergement et la restauration dans le département des Yvelines. Alors, Aymeric de la Boissière, évidemment, les PGE passent par les banques. Techniquement, ça marche comment? On a un prêt et un remboursement dans les 5 ans ou 6 ans, ça dépend des cas? Alors, en fait, d'abord, les chiffres de Nicolas sont exacts. J'ai les mêmes, on a les mêmes sources. Effectivement, alors les PGE, ils restent sur 6 ans. Donc, il y a eu 2 petites évolutions qui ont été annoncées par le ministère de l'économie. Notamment, la principale était de dire que les PGE on pouvait les souscrire jusqu'au 30 juin 2021. Ensuite, que la durée de 6 ans restait la durée de norme, qu'il n'y avait pas de souci, mais qu'en revanche, on pouvait octroyer une année différée. Ce qui veut dire que je souscris un PGE, la première année, l'année dans laquelle on est, qui va aller jusqu'au mois de mars pour ceux qui avaient souscrit, c'était une année de franchise. Et les établissements sont en train de contacter en ce moment les clients qui avaient souscrit en leur proposant 2 options, 3 options. Soit je rembourse, je n'ai pas besoin de cet argent, je ne veux pas hypothéquer ma capacité d'endettement, donc je rembourse la somme que j'avais empruntée. Soit je suis en mesure de dire que mon enveloppe me convient ou que j'avais emprunté 10 000, je veux rembourser les 10 000 ou j'ai pas besoin de 10 000, je veux rembourser que 5 000, mais je commence mon remboursement et là je choisis les durées de remboursement, 2, 3, 4, 5 ans. Soit je dis je ne suis pas serein sur l'avenir et je veux décaler le remboursement d'une année. Et à ce moment-là, j'ai une année de franchise en plus, mais je ne rembourserai mon crédit toujours sur une durée maximum de 6 ans, donc je la rembourserai en 4 ans, cette somme. Ça, c'est la façon dont aujourd'hui est mis en place le système. Donc ça a été mis en place dans tous les établissements, c'est ouvert, et voilà, je vous disais, on a des premiers contacts avec les établissements. En revanche, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une très forte recrudescence de souscription de nouveaux PGE,
ou de primo-accédants qu'ils souhaitent des PGE, puisque, alors là j'ai des chiffres pour la semaine dernière, il y a 15 jours, on avait eu 3900 demandes, la semaine dernière, on a eu 4900 demandes, pour 500 millions, et cette semaine, pour 877 millions. Ah donc oui, là, c'est une accélération énorme. Voilà, ça redémarre. Alors ça, c'est pour la région centre, hein, la région Île-de-France, hein, pardon. Oui, d'accord. On voit que la tendance est quand même là depuis 15 jours, 3 semaines, depuis qu'on reparle du PGE et qu'on rentre en phase d'amortissement, où les gens commencent à réfléchir un peu sur les bases sur lesquelles ils vont travailler pour les remboursements. Jean-Luc Aran, vous avez eu recours au PGE ? Oui. Alors, est-ce que ça fonctionne bien, selon vous ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des améliorations ? Alors, côté DAD sécurité incendie, oui, ça a fonctionné, ça a bien fonctionné. On l'a eu, on nous l'a proposé. Donc, je l'ai accepté parce que j'ai préféré voir un peu au niveau de l'avenir. Côté Appât de Loup, Évreux, le magasin, lui, par contre, c'est là où je mets un bémol, puisque malgré des bilans à l'équilibre, on a quand même subi les gilets jaunes, on a subi les retraites, le confinement. Même si c'était très compliqué pour les commerçants. C'est ça, même avec un bilan favorable, les banques ont été un peu moins convaincues pour nous donner le PGE. Vous l'avez obtenu quand même ou... Non, pas du tout. Ah bon ? Non, pas du tout. Un peu frileux. Bon, c'est pas grave dans le sens où c'est pas grave. J'avais un peu de cash flow, donc du coup, je pioche un peu sur mon cash flow. Monsieur de la Boissière, comment ça se passe ? Alors, les banques examinent les situations. Alors, en fait, le PGE a été étudié en trois niveaux de décision. Première décision locale. C'est-à-dire que votre chargé de clientèle fait son analyse, 25% du chiffre d'affaires, il prend ses ratios, il regarde. Il peut accorder à la hauteur de sa quote-part de mouvement. Si vous avez qu'une banque, c'est un seul. Si le mouvement est partagé entre 2 établissements, chacun fait 50%. Si la personne en local refuse le dossier, et typiquement à la Banque Populaire, je suis présent, on n'avait pas le droit de refuser un dossier. C'est-à-dire que ce dossier était ensuite envoyé au service crédit. Et si le service crédit estimait que vraiment il y avait du risque, on conseillait à notre client d'aller à la Banque de France, directement à la médiation. Et la Banque de France analysait. Le taux de refus au niveau national, il est de 0,7%. Voilà. Oui, c'est très peu. C'est très très peu. Il y en a, mais c'est très très peu. On a même accordé des dossiers à des gens qui étaient en procédure de redressement. Voilà. Donc je peux que vous encourager à ressolliciter l'établissement, parce que normalement, il n'y a pas de raison de refuser. Jean-Luc Aran, cette procédure s'est mise en place là. Enfin, votre banquier vous a dit mais allez voir la Banque de France. Non, pas du tout. Non, mais c'est une très bonne réponse, et donc je vais en profiter pour relancer le dossier. De la Boissière, peut-être que vous allez me confirmer À chaque fois qu'il y a une crise, en fait, on s'aperçoit que, comme on est des établissements très structurés, en fait, c'est le principe d'escalade qui ne fonctionne pas. Et c'est un peu ce qu'on avait essayé de mettre avec le MEDEF ou la CPME, c'est-à-dire voir la CCI et la Chambre des métiers, c'est-à-dire d'être un peu tiers de confiance. C'est-à-dire que on avait demandé au président de ces entités de ne pas hésiter à nous contacter en disant vraiment il faut qu'on puisse escalader. Parce que vraiment, moi j'en ai vu des dossiers refusés, on était d'accord avec la Banque de France, il n'y avait vraiment rien à faire. Voilà. Oui, alors donc, c'est un magasin qui fonctionne très bien, enfin voilà, donc il n'y avait pas de raison. Excusez-moi Nicolas, Xavier Gourlin, vous avez eu recours vous aussi au PGE, hein, vous le disiez. Oui, tout à fait, on a activé une première enveloppe de PGE, donc pas la totalité, il est fort probable. Je dirais que nous soyons amenés à en réclamer une deuxième enveloppe en début d'année, selon ce qu'on va pouvoir se dessiner, en tout cas sur l'exercice 2021. Là, en effet, tout s'est plutôt bien passé. Je dirais, en tout cas, il n'y a pas eu de difficulté particulière à obtenir ces PGE. Alors, évidemment que la situation même de l'entreprise, au sens, je dirais, de son secteur d'activité, a aussi fortement contribué à la prise en compte, au-delà même, évidemment, de l'aspect très sain de ce qu'était l'aspect financier de l'entreprise.
Et vous, ça s'est passé sans aucun problème. Juste dans le calcul des chefs d'entreprise, quand on demande un prêt, c'est quand même qu'on a une sorte de confiance dans ce qui va se passer dans les mois ou dans les années qui viennent. Il faut garder la confiance. Ouais. Un chef d'entreprise, s'il ne garde pas la confiance, le bateau tangue un peu, même beaucoup. Et donc, du coup, un peu ce que je disais au tout début, c'est de garder cette confiance, de ne pas faire voir que l'avenir est peut-être pas si éclairé que ça, mais en tout cas, il faut garder cette dynamique de façon à ce que l'ensemble des collaborateurs rentrent dans ce dynamisme et nous permettent de pouvoir continuer et d'affronter un peu l'avenir, qui aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Nicolas, vous voulez... Déjà, une demande d'information pour Aymeric de la Boissière, peut-être qu'il va me confirmer cette information. Il me semble que l'État propose des prêts participatifs, c'est-à-dire que l'État prête directement aux entreprises pour les entreprises qui ont reçu un refus de PGE. C'est bien ça, non ? Non, alors c'est pas ce que j'avais comme information. Il y avait un débat qui était lancé pour savoir si on pouvait... mettre en place, était demandé l'option de transformer le PGE octroyé en transformation en capital de l'entreprise. C'est très compliqué pour nous parce qu'on n'a pas vocation à monter au capital des entreprises. C'est compliqué pour l'État, même s'il va le faire pour Air France, il va doubler sa participation. Mais aujourd'hui, c'est pas faisable. En revanche, il y a, et vous l'avez, les prêts rebonds qui sont montés par la région et par BPI, qui sont une autre opportunité de capter un peu de fonds. Mais nous, on n'a pas vocation à monter au capital. Nous, on prête de l'argent, on se fait rembourser, mais on ne monte pas au capital. Et cette option, elle n'a pas les faveurs de la FBF. Voilà. Et l'autre interrogation que j'avais, c'est, on le voit avec M. Aran, finalement, il a anticipé l'avenir. On retrouve beaucoup de cette situation, finalement, dans la presse économique. On lit beaucoup que certains chefs d'entreprise ont pris un PGE, ils n'en avaient pas forcément besoin, mais ils l'ont pris au cas où pour anticiper l'avenir. Alors, c'est vrai que nous, on l'a très très bien vu dans nos bilans des banques. On a vu la courbe des crédits qui est montée, et avec un écart derrière, on a vu la courbe des placements qui est montée aussi. Beaucoup ont placé la trésorerie, et c'est pour ça que je disais que là, les questions qui arrivent aujourd'hui, c'est de dire confinement, pas confinement, ça va continuer, deuxième crise, troisième vague, opportunité, je sais pas. Les taux de remboursement des crédits seront, je m'engage pas pour les établissements, mais en gros, on estime que ceux qui rembourseront sur la durée la plus longue, à 5 ans, ça ne dépassera jamais 2%. Voilà. Donc c'est des taux qui sont, en termes de trésorerie, très acceptables. Si vous empruntez aujourd'hui sur des trésoreries des caisses à Euribor plus 2, vous avez du 3%, vous avez du 3,5%. Enfin voilà, ça va être quelque chose de très raisonnable. Les établissements s'étaient engagés, alors sous amical conseil du ministère de l'économie, à limiter les frais. C'est-à-dire qu'on a analysé un peu le risque, on a le coût de fonctionnement, pas de marge, et voilà. Donc, ça sera très raisonnable. Nicolas Dainville, pardon. Oui. Allez-y. Non, il y a de la trésorerie, et ce que vous disiez est très vrai, Monsieur Bourlin. C'est maintenant que se décide. Est-ce que j'en reprends une topette? Est-ce que je tape dedans? Est-ce que je rembourse? Est-ce que je garde de la trésorerie à 2%? C'est là que se font les arbitrages. Nicolas Dainville, sur le territoire, vous avez des retours des chefs d'entreprise. Ça se passe plutôt bien, le système des PGE, justement? Écoutez, on a effectivement quelques retours. Donc, le PGE est analysé un peu comme une bouée de sauvetage pour les entreprises qui ont eu la chance de l'avoir. Mais il y a quand même une forte inquiétude qui persiste, notamment dans les secteurs qu'on a évoqués, celui de la restauration, de l'événementiel, du tourisme. Donc voilà, je dirais c'est une bouée de sauvetage qui leur a permis de maintenir la tête hors de l'eau, mais il faudra, à mon avis, encore les soutenir si on veut qu'ils résistent à cette deuxième vague.
Alors, on va aborder la question des perspectives, évidemment, avec notamment le plan de relance. Mais on va commencer par un sujet que vous avez réalisé sur 2 entreprises qui ont obtenu des aides de la région Île-de-France, justement, et qui sont en pleine mutation. Hein. C'est exactement ça. La région Île-de-France a lancé le programme Relance Industrie. L'objectif, c'est de financer des projets proposés par des PME, ETI et TPE dans l'industrie francilienne. 75 projets ont été sélectionnés pour une enveloppe de 42,5 millions d'euros. 2 entreprises situées sur le territoire en ont bénéficié, le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, Gameka à Guyancourt et Mécanique Atelier de Coignères. Regardez. Elle est spécialisée dans l'industrie de précision. L'entreprise Mécanique Atelier de Coignères fabrique des pièces à partir de machines à commande numérique. Elle réalise plus de 80% de son activité dans l'aéronautique. Impactée par la crise sanitaire, cette PME de 26 salariés a décroché une aide de la région Île-de-France, 450 000 € pour son projet d'investissement. Cette aide va nous permettre de continuer à moderniser notre outil de production, à robotiser et à digitaliser, numériser toutes les informations qu'on peut avoir aujourd'hui et en suivi de production en fait. Le but est de continuer la diversification sur la partie clientèle qu'on avait, où on avait une clientèle qui était très aéronautique et qui malheureusement a été fortement impactée avec la baisse du trafic aérien. Et aujourd'hui, on va essayer de se reconvertir sur le secteur ferroviaire ou militaire ou peut-être automobile. Du côté de Guyancourt, la société Gameka fabrique des pièces pour des prototypes de l'industrie automobile et pétrolière. Face à la crise et une baisse d'activité entre 20 et 30%, cette entreprise a mis en place un prêt garanti par l'État et reporté les charges sociales et fiscales. Pour se relancer, elle souhaite investir 800 000 € sur 3 ans, dont 350 000 € de subventions obtenues auprès du Conseil régional. Alors notre axe, c'est surtout de développer tout ce qui est digital, puisqu'aujourd'hui on reçoit des plans en 3D numérisés, on les envoie sur nos machines. Donc on a encore des machines numériques à acquérir. On va essayer d'aller chercher des marchés sur tout ce qui est hydrogène par rapport à tout ce qui est moteur électrique. Également essayer de se redéployer sur tout ce qui est médical, spatial et également tout ce qui est défense. Au total, dans le département des Yvelines, 16 entreprises ont été sélectionnées pour obtenir une subvention de la région. Des projets allant de la relocalisation d'activités à la modernisation d'outils de production. Une enveloppe globale de 10 250 000 €. Voilà, on va donc passer aux perspectives du plan de relance. Mais auparavant, Jean-Luc Caron, vous aviez une précision encore à demander sur les prêts à M. de la Boissière. Tout à fait. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, toute entreprise a des prêts en cours. On a eu, au premier confinement, on a eu la possibilité, sur demande auprès de nos banquiers, de le décaler de 6 mois. Et on s'est aperçu, enfin moi je me suis aperçu de mon côté, concernant les 2 sociétés, qu'on continuait à payer les intérêts, pas le capital, mais les intérêts, sur la base de 6 mois. Et au bout des 6 mois, on avait un appel de notre conseiller pour savoir si on voulait rembourser les 6 mois qui étaient décalés, ou alors de décaler dans le temps le plan de financement. D'accord. Donc moi je suis parti sur une société où j'ai payé directement les 6 mois qui étaient décalés, c'était DAD. Par contre pour Appât de Loup, j'ai demandé à ce qu'on dans le plan de financement on me le prolonge de 6 mois, ce qui a été fait. Mais je me suis retrouvé plus avec 6 mois mais avec 7 mois, un mois supplémentaire. Qui aujourd'hui je demande, mais j'arrive pas à avoir cette réponse, savoir si c'est pas un mois d'intérêt. Oui. Sur les pénalités de décalage de 6 mois ou une forme de calcul du plan de financement. Monsieur de la Boissière, vous pouvez... Juste, l'échéance n'a pas bougé. La 7e échéance est la même. Non, la 7e échéance, par exemple, pour mon magasin, j'étais jusqu'à fin novembre, donc cette année, pour finir mon prêt, mais il a été décalé de 6 mois sur l'année 2021, et des 6 mois, je me suis retrouvé qu'un mois supplémentaire. Oui, mais vous payez toujours 1 000 € par mois. Oui, c'est ça. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour conserver la même échéance de 1 000 € par mois, ils ont refait un calcul en réintégrant une partie de capital et une partie d'intérêt, de manière à ce que tout soit payé sur la même base de 1 000 €. Ah d'accord, ok. D'où ce 7e mois supplémentaire. Dans l'idée, parce que sinon, on aurait pu vous faire une échéance, la dernière, alors il faudra avoir le contrat.
mais une dernière échéance de 600 € ou 2300 € s'ils avaient gardé que sur 6 mois, que sur 6 échéances, vous voyez ce que je veux dire. D'accord, donc on a payé pendant les 6 mois des intérêts qui étaient sur le plan de financement initial. Voilà, mais il y a le capital qui n'a pas été remboursé. D'accord. Et plutôt que de faire une échéance globale, plus importante d'un seul coup, ils ont dit on va en faire une 7e qui permet de maintenir la mensualité et de tout intégrer dedans. D'accord. Bah, merci pour ce complément d'information. Vous avez bien fait de venir, ça fait deux informations dans la journée. Alors, on va passer justement maintenant aux perspectives. Qu'est-ce qui va se passer en 2021 ? Aymeric de la Boissière, je voudrais d'abord poser 2 questions un peu générales qui nous éloignent peut-être du territoire, mais qui sont importantes. On constate qu'il y a très peu d'inflation en France. Comment on l'explique, ça ? Je ne suis pas un grand économiste, mais on sait que l'inflation, elle dépend de 3-4 critères primordiaux. Le premier, c'est et le plus important, notamment pour les chefs d'entreprise, c'est la faiblesse des coûts salariaux, la maîtrise des salaires. La deuxième chose, c'est ça c'est induit par, on le voit, hein, le chômage. Il y a un rapport de force qui se crée entre les offres d'emploi et les demandeurs. Et aujourd'hui, bien qu'on ait des offres qui ne soient pas pourvues, on a quand même plus de demandeurs. Donc ça maintient un coût de salaire assez bas. Il y a l'ouverture une moindre rigidité sur la façon de fixer les prix. Aujourd'hui, la concurrence fait que les prix sont tendus. On a eu le débat avec les commerçants et le Black Friday et les géants d'Internet. Ça maintient les prix assez bas. Ensuite, il y a un peu plus macro qui est la politique monétaire qui est menée d'une façon globale au niveau de l'Europe. Des taux bas, de la liquidité. Il n'y a plus de dévaluation, il n'y a plus de balkanisation des économies européennes. Donc tout le monde est sur la même base avec de l'euro ou ce sont des tout petits pays qui ne sont pas encore dans l'euro. Donc ça stabilise cette masse monétaire. Et puis, il y a un peu de crise. Et qui dit moins de débouchés, moins de ventes, ça impacte négativement sur les prix. C'est 4 secteurs qui font bouger ça. Et alors, question qui concerne plus les banques, est-ce qu'on peut tabler sur une stabilité des taux d'intérêt ? Alors, on a aujourd'hui clairement que des indicateurs qui nous disent que les taux ne bougent pas. Quand on regarde les prêts, on a, je vais dire n'importe quoi, mais non, pas n'importe quoi d'ailleurs. En août, on était à 1,31, en septembre, on est à 1,30 en moyenne sur les prêts immobiliers pour les entreprises. On est à 1,74, je crois, en moyenne sur les prêts aux entreprises. Donc, on n'a vraiment pas de tendance à la hausse des taux. Alors, malheureusement pour nous, bien sûr. mais heureusement pour les entreprises, les emprunteurs. Ça reste très, très stable. Et puis, on a des contraintes réglementaires sur la partie immobilière particulière. Ça, on en avait déjà parlé avec Nicolas sur les tendances du HCF, le Haut Conseil à la sécurité financière, qui nous a demandé de restreindre un peu les critères d'octroi des crédits, plus d'apport, des durées limitées dans le temps, pas plus de 25 ans, le taux d'endettement qui est revenu à 33%. Enfin voilà, donc ça ne concourt pas à avoir une hausse des taux. Nicolas Dainville, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes dans certains secteurs, l'aéronautique, l'automobile, la restauration, le tourisme. Et en même temps, est-ce qu'il y a des perspectives, peut-être l'arrivée du vaccin, peut-être la victoire contre le virus, qui pourrait quand même nous ouvrir des perspectives plus réjouissantes, plus optimistes en tout cas? Bien évidemment, je sais que le mot crise en chinois, c'est à la fois le chaos et c'est l'opportunité. Et il faut effectivement qu'on s'inscrive aussi dans les nouvelles opportunités à saisir. On a effectivement des événements qui vont, je pense, être très positifs, en tout cas sur notre territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je pense aux JO de 2024, avec les épreuves qui vont avoir lieu sur notre territoire, dans notre vélodrome, dans l'île de loisirs, sur la colline des Loncours, à Versailles, à quelques kilomètres de chez nous. Donc il y a effectivement
événements qui vont être très importants pour le territoire en termes d'accueil des athlètes, de tourisme, et qui vont, je pense, contribuer, en tout cas mettre une dynamique dans notre territoire. On a toute cette transition numérique, on en a parlé, avec dès à présent une formation qui est intensifiée dans ces secteurs. On a Paris-Saclay qui également se renforce de jour en jour et qui s'impose comme l'un des premiers pôles universitaires mondiaux, avec d'excellents résultats. Donc on a effectivement beaucoup de tendances, d'événements qui sont plutôt positives pour notre territoire, et il faut essayer de miser sur ce qui marche, et clairement, que ce soit sur le sport, que ce soit sur l'université, que ce soit sur le numérique, notre territoire est très bien positionné. Alors, on va retrouver Jean-Noël Barrot, député de la 2e circonscription des Yvelines. Justement, les perspectives de croissance de 2021 sont de plus de 6% en France, qui est pratiquement 4 points de plus que l'Allemagne, qui est quand même pas mal. Je lui ai demandé si on pouvait justement croire à ces bonnes prévisions. Je crois qu'on peut y croire pour 2 raisons. Ce qui explique en partie ces perspectives, c'est que la chute est tellement importante en 2020 qu'il y a un phénomène presque mathématique de rebond. C'est-à-dire que à mesure que l'économie va retrouver son régime de croisière, on va, par rapport au creux de 2020, observer des taux de croissance importants. Mais au-delà de ça, je crois que et sans méconnaître les fragilités que j'ai évoquées en réponse à vos premières questions, je crois qu'il y a un motif d'espoir et qui réside dans je dirais la probabilité croissante de jour en jour qu'à l'horizon de la fin de l'année 2021, dans les pays de l'OCDE notamment, on puisse disposer de vaccins et que des campagnes de vaccination aient pu avoir lieu. Alors vous parliez du plan de relance, et il est de 100 milliards, donc 40 milliards viennent ou devraient venir de l'Europe si les conflits s'apaisent avec 2 pays notamment. Quel est le meilleur usage qu'on peut en faire? Parce que ce ne sont pas des dépenses d'aide, mais ce sont des dépenses d'investissement. Alors, dans quel domaine faut-il investir, notamment dans les Yvelines? Écoutez, il y a un axe qui est évidemment prioritaire, c'est celui de la transition écologique, qui va faire l'objet de plusieurs dispositifs. Ceux qui sont déjà mis en œuvre, ou en tout cas pour lesquels les appels à projets ont d'ores et déjà été lancés, c'est la rénovation énergétique des bâtiments publics. Les collectivités vont pouvoir, elles aussi, bénéficier de soutiens très importants pour la rénovation de leurs bâtiments, et l'industrie, c'est-à-dire les entreprises, pourront elles aussi émarger sur des dispositifs de subvention à la décarbonation. Donc ça, c'est évidemment l'axe prioritaire. Mais il y a aussi d'autres axes qui sont visés par ce plan de relance, qui, comme vous le rappelez... Il y a la compétitivité. Exactement. Il y a aussi la numérisation et la réindustrialisation ou la relocalisation d'un certain nombre d'activités. Et donc là, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont accessibles aux entreprises. Et d'ailleurs, au Loge en Josas, une entreprise a été lauréate de l'un de ses premiers appels à projets, et cela a été annoncé la semaine dernière. Et ces dispositifs vont permettre de renforcer notre tissu industriel qui s'était très largement dégradé, même si depuis quelques années, la chute qui semblait irrémédiable de l'emploi industriel s'était ralentie. Donc voilà, la transition écologique, la relocalisation et puis la digitalisation. Et ça concerne évidemment tout le spectre, de la grande entreprise industrielle jusqu'aux commerçants, puisque vous savez qu'on a mis en place un certain nombre d'aides, des aides de l'État, mais aussi des collectivités, de la région Île-de-France, pour accompagner les commerçants dans leur digitalisation. Justement, accompagner les commerçants dans leur digitalisation, Jean-Luc Caron, vous avez été, vous accompagné, on vous a aidé, on vous a donné conseillé? Alors, entre les 2 confinements, j'ai essayé de le relancer, de me lancer dans la numérisation, surtout faire un e-commerce. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'entre les aides, on ne peut pas non plus dire qu'il n'y a pas d'aide, il y a des aides, oui. Elles sont bien, mais par contre, elles ne sont pas en adéquation avec les tarifs, les vrais tarifs de création de sites e-commerce. Donc ça nous fait un écart. Après, il faut aussi rentrer dans le dynamisme et dire on s'investit, on prend le risque de réinvestir pour avoir un e-commerce.
pour ne pas subir ce qu'on a subi là entre les 2 confinements et se retrouver un peu sans minima, donc en faisant des collectes ou des drives pour essayer de minimiser un peu les pertes. Ouais. Nicolas Dainville, justement, sur les 3 points que soulevait Jean-Noël Barrot, c'est-à-dire la transition écologique avec la rénovation et la construction de bâtiments, la réindustrialisation, la numérisation, est-ce qu'il y a des chantiers dans ces domaines sur le territoire dont vous êtes responsable ? Bien évidemment, sur tout ce qui concerne la formation, on en a parlé, à la fois sur le numérique avec nos écoles du numérique que l'on a considérablement renforcées, à la fois même dès nos écoles primaires où il y a eu un accent particulier mis sur l'initiation à la programmation informatique avec l'arrivée d'outils pédagogiques les plus innovants dans toutes nos écoles de Saint-Quentin, que ce soit des petits robots pour nos enfants, les TNI, les tableaux numériques interactifs, les cours d'anglais par visioconférence, bref, tout un ensemble d'outils pour initier dès le plus jeune âge nos jeunes à cette culture numérique qui sera d'autant plus importante demain. Avec Paris-Saclay, on en a parlé. Et puis sur tout l'accompagnement des entreprises, Saint-Quentin-en-Yvelines a aussi mis en place un certain nombre d'outils, notamment liés aux prêts, avec Initiative Saint-Quentin, qui est, vous savez, la plateforme qui est destinée à faire des prêts à taux zéro, adossés à des prêts bancaires, pour soutenir autant que faire se peut tous ces secteurs qui sont soit en difficulté, soit qui ont besoin d'avoir de la trésorerie pour continuer d'innover, d'embaucher. Donc on a mis en place des outils, je dirais, très, très concrets à destination de tous ces secteurs. Et puis on a mis aussi en place une plateforme qui s'appelle skiemploi.fr pour justement renforcer, je dirais, la rencontre entre l'offre et la demande d'emploi pour que les entreprises qui recherchent des talents puissent avoir accès à toute une CVTech de talents issus du territoire. On a également mis en place des événements à la fois en ligne, des webinaires pour permettre, malgré le confinement, de permettre cette rencontre entre l'offre et la demande, et puis des événements qui vont être maintenus avec En Piste pour l'emploi, qui est notre grand événement emploi pour permettre à ces secteurs qui recrutent de trouver leurs talents, et ça sera au Vélodrome National dans quelques mois, dès que la situation sanitaire le permettra. Il faut que vous veniez ici, Jean-Luc Caron. Vous pouvez vous déménager à Padeloup. Aymeric de la Boissière, en un mot, les grandes demandes des entreprises, c'est plutôt de l'aide immédiate ou c'est de l'aide pour justement la mutation de ces entreprises? On parlait de la digitalisation notamment, et de mutation en fonction des perspectives d'avenir. Alors, quand ça vient des entreprises, c'est du classique, hein, c'est pour l'activité classique, crédit, placement, accompagnement de projets. En revanche, viennent des établissements bancaires, des offres de services, notamment ce qu'on disait, tous les établissements ont des partenariats avec des structures pour mettre en place des sites internet. Je sais que nous, on a monté une grosse opération sur Saint-Germain avec l'Union des commerçants, avec Payplug. On a créé la marketplace de Saint-Germain et on va le développer dans d'autres villes des Yvelines. C'est-à-dire que tous les commerçants se regroupent et nous, on apporte notre solution informatique, notre solution de paiement de manière à ce qu'ils puissent mettre en place ce site internet local pour que chacun puisse vendre. En fait, chacun propose ses produits, le client va piquer dans chacune des boutiques et ne fait qu'un seul paiement. Et nous, on se charge de redispatcher l'argent à chacune des boutiques. Ça, c'est typiquement la solution que tous les établissements aujourd'hui proposent ou essayent de proposer. On a des solutions de paiement informatique. Enfin voilà, on accompagne, on propose des solutions. Pardon, puisque vous êtes dans un secteur qui est évidemment particulièrement touché par la crise, quelles sont vos perspectives pour l'année prochaine? Vous êtes quand même optimiste? Vous pensez changer aussi dans la façon de gérer votre activité?
Alors, optimiste, comme on le citait tout à l'heure, oui, il le faut, bien évidemment, sinon je pense qu'on aurait quelques soucis pour entraîner la société. Donc oui, on est optimiste, même si la difficulté est vraiment la visibilité qu'on a sur cette situation de crise, en tout cas sur la fin de cette crise. C'est en effet aussi une façon de se transformer pour demain, parce que nécessairement des choses vont rester prégnantes dans le comportement du quotidien qu'on a pu induire avec cette crise. Je pense notamment pour ce qui concerne mon activité par rapport aux entreprises et à une prestation de type plateau repas. Évidemment, quand les collaborateurs seront de plus en plus en télétravail, ce qui sera le cas y compris demain, il faut qu'on réfléchisse à une autre forme, je dirais, de distribuer nos services. Et peut-être plutôt que de distribuer les plateaux directement livrés en entreprise, il faudra qu'on s'organise en tout cas pour les livrer directement au domicile des salariés lorsque ceux-ci seront en téléréunion. Donc voilà, ça fait partie de ces quelques éléments de transformation. Il y a nécessairement plein d'autres points qui amélioreront aussi la façon dont les gens consomment, et donc il faudra gérer qu'on s'y adapte. Donc on est optimiste, on a en effet cette phase de transformation qui nous amène aussi à changer un peu les postures et la stratégie qu'on avait pu inscrire les années précédentes dans notre je dirais, chemin, pour pouvoir en effet faire face à ce rebond, en tout cas on l'espère, post-crise. Mais je vous dis, la vraie difficulté aujourd'hui est plutôt la visibilité qu'on a sur à quel moment cette crise va finir par être derrière nous. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fait de ne pas savoir, d'être dans l'incertitude qui pose problème. C'est exactement votre problème aussi, mais vous êtes aussi optimiste. On l'a senti, Jean-Luc Aran, il le faut. Merci infiniment. Merci Jean-Luc Aran. Merci Xavier Gourlin. Merci Aymeric de la Boissière. Merci Nicolas Dainville et merci Nicolas Dandry. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.